L'intelligence artificielle n'est pas encore au niveau pour générer des contrats sur mesure. C'est trop compliqué. La plasticité de l'intelligence humaine est difficilement égalable par des ordinateurs, même si elles ont des bases de données qui s'accumulent avec le machine learning. Les avocats ne sont pas encore au chômage et les consultants juridiques ne sont pas encore au chômage avec ChatGPT. J'ai une anecdote à te raconter. Une fois, j'ai un client qui vient me voir qui me dit « Ariel », enfin il m'appelle Dr Ariel Humphrey. Il vient me voir et il me dit, voilà, j'ai ce contrat, c'est un contrat SaaS, ChatGPT l'a rédigé. Comme il sent qu'il est pas si bon que ça, le contrat, il me demande de le revoir, de faire une contract review, de le corriger. Et, un audit. Comment? Un audit du contrat. Déjà, on va voir qu'est-ce que vaut ChatGPT pour générer un contrat. Et malheureusement, le contrat n'était pas bon du tout. Ça aurait pris trop de temps de le réécrire. Donc, on a décidé de lui donner un de mes modèles que j'ai adapté à son projet. Bon, aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur le consultant juridique, c'est comme ça qu'on dit, non? Consultant juridique international. Ok, ben vas-y, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Ariel Humphrey, je suis un ancien avocat, consultant juridique international, à mon compte depuis une quinzaine d'années et avec une équipe très internationale qui couvre le monde entier depuis 7-8 ans. Alors, quand tu dis qu'il couvre le monde entier, c'est-à-dire, parce que quand on discutait en off, tu me parlais de plein de ramifications, les Émirats, l'Afrique du Sud, Berlin... Tout à fait. Dis-moi en plus, s'il te plaît. En gros, j'ai deux associés principaux dans mon business qui s'appellent Tech Law Premium Solutions. En gros, ce sont les solutions juridiques pour les technologies, si on traduisait ça en français. Okay. Tech Law Premium Solutions. Donc j'ai des associés qui sont principalement un avocat au barreau de Pennsylvanie, qui est un Canadien mais qui est basé au Bahreïn, donc qui couvre à la fois tout le Golfe arabique, Dubaï par exemple, le Canada et évidemment les US pour tout ce qui est propriété intellectuelle, fiscalité et droit des contrats. Ensuite j'ai une associée en Afrique du Sud qui est une avocate britannique, UK barrister comme on dit. Et elle couvre tous les besoins en contrats sophistiqués pour les startups technologiques au UK, en Afrique, mais aussi pour les États-Unis, car elle a passé un diplôme à Harvard, l'université célèbre. Donc ça, c'est mes deux associés principaux. Après, autour de ça, j'ai un associé en Norvège, un avocat qui est plutôt consultant juridique international et en fiscalité, qui est spécialisé pour l'ouverture de sociétés offshore, pour la gestion administrative des sociétés offshore, un peu dans le monde entier, et pour des conseils en stratégie fiscale pour des entrepreneurs ou des startups qui veulent commencer à se développer à l'international pour exporter leurs services ou leurs produits au-delà de la France, par exemple. D'accord, donc toi, ta spécialité, c'est vraiment l'accompagnement pour les entrepreneurs, on va dire, européens ou francophones qui veulent expandre leurs services dans le monde entier. Alors, oui, bon, je suis franco-américain. Je suis un ancien avocat français, même si je ne suis plus en exercice depuis une dizaine d'années. Maintenant, je suis devenu un consultant. Et donc oui, nos marchés principaux sont aux États-Unis et en Europe, plus UK. Et donc oui, on accompagne les startups, les e-commerce, les entreprises de e-commerce, tous les petits entrepreneurs, on les accompagne pour juridiquement, sur tous les plans. Sur le plan des contrats, des droits des sociétés, comment bien gérer les sociétés qui ont été ouvertes soit en France, soit à l'étranger, soit aux États-Unis, dans les îles offshore, la gestion administrative, ensuite fiscalité, propriété intellectuelle, c'est-à-dire dépôt de marque, dépôt de brevet et dépôt de droits d'auteur, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. On les accompagne, on les conseille et pour que tout se fasse en toute sécurité et en conformité avec toutes les lois des différents pays dans lesquels on les accompagne avec mon équipe qui va au-delà des 3 personnes que j'ai déjà mentionnées parce que je travaille avec beaucoup d'avocats aux États-Unis, dans l'Illinois, l'Ohio, en Floride. Je travaille avec des avocats en Angleterre, en France, au Portugal. Donc voilà. En fait, tu es worldwide, quoi. On est une petite boutique, comme on dit en anglais, consulting firm, un cabinet de consulting qui couvre le monde entier, pas le monde entier, mais disons la sphère anglo-saxonne et la sphère européenne. Tout ce qui est monde anglo-saxon et le monde européen, où nous couvrons vraiment bien, avec qualité, à des prix abordables et très personnalisé pour les clients.
Est-ce que tu peux me donner un exemple de problématique que rencontrent tes clients, pourquoi ils se dirigent vers toi? Des clients français? Tu parles de clients français ou américains, mais bon, vu que là, mon audience, elle est c'est plus vrai francophone. Que ma clientèle avec Tech Law Premium Solutions, ma clientèle est majoritairement américaine en ce moment, même si c'est vrai que comme je parle à ton audience qui est faite de traders venant de la grande banlieue parisienne ou des banlieues françaises. Eh ben, figure-toi que quand tu regardes l'avatar de mon audience, ou même ça des va clients, les banlieusards ils représentent 20% et le reste, ouais. Ah, je pensais, j'avais mal compris alors. Ouais. Finalement, voilà, c'est pas les banlieusards les plus. Mais en tout cas, je sais que bon, on en a discuté ce matin et hier soir. C'est vrai que quelles sont les problématiques principales que les jeunes entrepreneurs français ou d'autres pays européens rencontrent quand ils veulent se développer à l'international et exporter la provision de services, la fourniture de services ou de produits à l'international comme aux États-Unis ou ailleurs. Souvent, le problème principal, c'est pas tant la création, par exemple, d'une filiale à l'étranger, c'est plus des défis pratiques comme l'ouverture d'un compte en banque. C'est vrai que ça demande d'avoir, ça demande du réseau, ça demande d'avoir un conseil localement qui ait les connexions personnelles pratiquement avec certaines banques, car les banques ont des processus d'octroi et pour l'ouverture de compte. Ils ont des processus qu'on appelle de KYC, Know Your Customer, c'est-à-dire ils veulent s'assurer que le client ne va pas faire de choses illégales et donc il y a toute une procédure à suivre et selon les différentes banques, le processus de KYC n'est pas le même. Donc moi j'accompagne les clients pour que ça se fasse plus facilement d'un point de vue compte bancaire, d'un point de vue ouverture de la société, fiscalité, choisir la bonne juridiction. Par exemple un entrepreneur qui serait un de tes élèves, il se demande où est-ce que je dois aller si j'ai envie de me développer à l'international et grandir un peu. Est-ce que je dois aller à Dubaï? Est-ce que je dois aller en Floride? Est-ce que je dois installer une société dans le Delaware? Est-ce que je dois aller en Californie ou Wyoming? Le Wyoming aussi est un endroit assez intéressant. Ou est-ce que je dois aller dans les Caraïbes, dans certains paradis fiscaux? Ben ça dépend de plusieurs facteurs et on les accompagne pour déterminer une stratégie qui permet de sélectionner la bonne juridiction, le bon pays en fonction de leur plan, de leurs désirs et de leurs objectifs. Ça dépend. On est bien d'accord que toi, tu es là pour accompagner les entrepreneurs qui veulent vendre leurs services à l'étranger, expandre leurs services. Tout à fait, tout à fait. Tout en étant dans les règles. Toujours. Ce qu'on appelle en anglais compliance. Parce que je veux pas que les gens confondent, l'optimisation fiscale avec expansion en créant des filiales et vendre des services à l'étranger. Nous, notre dada à Tech Law Premium Solutions, c'est strict compliance, c'est-à-dire on fait tout dans les clous au niveau des lois nationales dans tous les pays dans lesquels on va prendre une action, une ouverture de société ou un contrat signé sous la loi de tel pays. Avec mon collègue Zakir qui se trouve au Bahreïn mais qui est avocat au barreau de Pennsylvanie et qui est un citoyen canadien, on a mis en place des processus de compliance, on a des protocoles qu'on met à la disposition des clients pour que tout le cheminement de décision et après d'action soit toujours compliant, c'est-à-dire en ligne avec les lois et il n'y a rien qui sort des clous. Avec nous, c'est très important. Ça permet de mettre le client en sécurité et ça permet de construire une longue relation où tout se passe bien. Smooth, comme on dit en anglais. Smoothly. Ok. Et alors, toi, ta force, bien évidemment, c'est d'être bilingue. T'es franco-américain. Je suis franco-américain, voilà. Je suis bilingue. Je vis à la fois aux États-Unis et en France, en Europe. Mais c'est vrai, France-États-Unis, parce que mon père est américain et ma mère est franco-anglaise. Donc j'ai un peu un triple background, même si je suis avocat, je suis avocat français. Non-practicing, je ne suis plus en exercice, mais j'ai fait ma formation juridique d'affaires, en droit des affaires, droit des sociétés, droit fiscal en France, dans la filière que certains connaissent, qui est le DJCE à Montpellier. C'est une filière pour les juristes d'entreprise qui conseillent les entreprises sur tous les aspects business. Donc oui, ma force, c'est que je suis un vrai consultant international, c'est-à-dire que dans le monde anglo-saxon, je navigue à l'aise parce que tous mes associés sont des anglophones. Je travaille
avec peu de Français. Avec peu de Français, mon business, mon marché, c'est vraiment... J'aimerais avoir plus de clients français, surtout s'ils ont l'intention de se développer à l'international. Mais c'est vrai que ma clientèle et même mes partenaires, mes associés dans Tech Law Premium Solutions sont des anglophones. Et donc on couvre la sphère anglophone. Et oui, mon profil un peu atypique, un peu triple casquette, triple nationalité, ça aide à être solide. Alors, hier, tu me disais qu'en ce moment, il y avait une hype autour... alors, c'est peut-être dû à l'intelligence artificielle, c'est peut-être dû à plus d'outils disponibles sur le web, mais en ce moment, il y a tu me disais, il y a ce qu'on appelle les SaaS, c'est-à-dire les outils... Software as a service. Voilà, les softwares que tu utilises en ligne sans les télécharger. Oui. Et qu'en ce moment, il y avait une hype des entrepreneurs. C'est le business model, le subscription model qui est à la mode dans la manière de commercialiser des logiciels sans qu'ils soient téléchargés. L'exemple typique, c'est Netflix. Et c'est vrai que les contrats qui doivent être rédigés pour réguler la relation entre le fournisseur du logiciel, le propriétaire du logiciel et l'utilisateur final sont des contrats qui en général sont assez sophistiqués parce qu'ils doivent vraiment coller au business model. Le business model, c'est comme pour un bon contrat SaaS, c'est un contrat qui est fait sur mesure. Comme quand on va voir un tailleur, la chemise doit être faite sur mesure pour que tout colle bien. Pareil entre le droit et le business, le contrat doit coller au business model et non l'inverse. Un bon contrat, c'est un contrat qui respecte le business model sous réserve de certaines clauses qui en effet s'imposent au business model, mais le mieux c'est un contrat qui s'adapte au business model complètement. Et ça demande un gros travail de dialogue entre le client, le prestataire de service et qui fournit le logiciel et le consultant ou le conseil juridique. Et c'est vrai que les contrats SaaS sont des contrats hybrides parce qu'ils sont à la fois des contrats de service et des contrats de licence. Donc ça demande une grosse précision dans la rédaction et souvent les jeunes entrepreneurs qui n'ont pas beaucoup de moyens téléchargent des modèles de SaaS qui ne sont pas totalement adéquats sur des plateformes qui vendent des modèles un peu standards. Mais aujourd'hui, il y a pire. ChatGPT. Voilà, à quoi tu réponds s'il y a un Gugus qui vient te voir et qui dit OK, Uriel. Ça m'est arrivé. T'es bien gentil, toi. T'es bien gentil avec ton franco-américain, mais ChatGPT version 4++. Ben, j'ai une anecdote, à 30 € par mois. J'ai une anecdote à te raconter. Une fois, j'ai un client qui vient me voir qui me dit Ariel, enfin il m'appelle Dr Ariel Humphrey. Il vient me voir et il me dit voilà, j'ai ce contrat, c'est un contrat SaaS. Et je l'ai généré par ChatGPT. ChatGPT l'a rédigé. Ok, je lui dis, et il veut, mais comme il sent qu'il n'est pas si bon que ça, le contrat, il me demande de le revoir, de faire une contract review, de le corriger. Et, un audit. Comment? Un audit du contrat. Déjà, on va voir qu'est-ce que vaut ChatGPT pour générer un contrat. Et malheureusement, le contrat n'était pas bon du tout. Ça aurait pris trop de temps de le réécrire. Donc, j'ai décidé de lui donner un de mes modèles que j'ai adapté à son business model et c'était bien mieux. L'intelligence artificielle, en conclusion, n'est pas encore au niveau pour générer des contrats sur mesure. C'est trop compliqué. C'est ça. La plasticité de l'intelligence humaine est difficilement égalable par des ordinateurs, même si elles ont des bases de données qui s'accumulent avec le machine learning. On n'y est pas encore. Non. Les avocats ne sont pas encore au chômage et les consultants juridiques ne sont pas encore au chômage avec ChatGPT. Parce que pour ce type de business, quelles sont les conséquences lorsque les contrats sont mal dirigés? Pour ce modèle business. En gros, il y a deux écueils. Qu'est-ce qu'un mauvais contrat? Un mauvais contrat, quel qu'il soit, c'est un contrat qui n'est pas clair. C'est un contrat qui est ambigu, dont les termes, parce qu'ils ne sont pas clairs, peuvent donner lieu à des désaccords entre les parties. C'est-à-dire qu'une partie dit « cette clause signifie cela » et l'autre partie va dire « non, cette clause ne signifie pas cela, elle signifie cela ». Ça, c'est un mauvais contrat parce que ça donne de la place, ça laisse de la place à de l'ambiguïté et donc ça, c'est des mauvais contrats. Ensuite, c'est quoi un mauvais contrat? C'est un contrat avec des lacunes, c'est-à-dire avec des clauses manquantes. Donc, à mon avis, oui, si on demande à ChatGPT de générer des contrats, il y aura des lacunes, on ne sait pas, peut-être la clause de loi applicable, c'est-à-dire où est-ce que le litige entre les parties résultant du contrat ou de l'application du contrat, où est-ce que ce litige serait tranché? Où est-ce qu'il sera tranché? Parfois, la clause n'est pas bien rédigée de sorte que si elle n'est pas bien rédigée, elle est inapplicable. Et si elle est inapplicable, c'est qu'en cas de problème, il n'y aura aucune solution possible. Donc ensuite, il y a d'autres éléments. Pour les SaaS agreements en particulier, on a souvent ce qu'on appelle les service level clauses. Service level agreements, en gros, c'est des niveaux de service auxquels l'utilisateur final
peut s'attendre en cas de panne du service de fourniture du logiciel. Et donc, dans ce cas-là, il faut décrire très précisément ce pourquoi l'entreprise est responsable et ce pourquoi elle ne l'est pas. Et en général, un contrat généré par l'intelligence artificielle ne sera pas capable de générer une clause de service level qui sera digne de ce nom pour vraiment coller aux particularités du business. Donc ta question c'était, est-ce qu'un contrat... peut générer des catastrophes, tu viens de le lister. Bien sûr, il y a toutes sortes. Un contrat, ça doit envelopper toute une situation et malheureusement, c'est comme un médecin. Pour comprendre la situation de la santé d'un patient, il faut de l'intelligence humaine, il faut comprendre la situation globale, le business global, les objectifs, les craintes du client. Et une fois qu'on a tout cela, on peut créer un contrat qui couvre tous les risques. Et ça demande de l'intervention humaine, de la plasticité, de l'agilité humaine. Et est-ce qu'un ordinateur en est capable? J'en doute, mais peut-être l'avenir me donnera tort. On verra, on verra. Alors là, on a parlé des business models à la mode. Hier aussi, tu m'as parlé de la rédaction aussi de contrats pour 2 ou plusieurs associés, en cas où s'il y a séparation, litige, etc. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Hier, tu m'avais raconté une anecdote. Et 3 associés, donc dans quel contexte? Dans le contexte par exemple, alors, soit il y a 2 associés existants, il y en a un troisième qui arrive, ils font un contrat, finalement ça ne le fait pas, ils doivent se séparer, mais toi, par exemple, tu es là pour que les choses se passent en douceur. Ok, donc ça, dans le monde anglo-saxon, on appelle ça soit un Founders Agreement, c'est un contrat signé entre les fondateurs d'un business avant même de créer la société, ou un Partnership Agreement, un contrat de partenariat qui doit normalement prévoir en son sein tous les scénarios de sortie d'un des associés ou de rentrée d'un nouvel associé. Et en effet, si c'est mal rédigé, ça peut donner lieu à des litiges très très durs parce qu'un litige entre une entreprise et son client, c'est plus facilement gérable qu'un litige entre associés. Parce que là, on est à égalité d'un point de vue en général financièrement et en plus ce sont des amis en général les associés souvent quand sur des projets qui démarrent, c'est des gens qui se connaissent, c'est parfois même des meilleurs amis, même des gens de la même famille. Donc ça demande une rédaction vraiment très 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 pointue pour anticiper à l'avance la résolution d'une séparation ou l'intégration d'un nouveau partenaire avec l'accord de tous les associés en général. Donc oui, ça demande oui de l'attention. Ça tombe bien parce que moi je vais peut-être être dans le cas. Et les conflits entre associés arrivent très souvent. C'est pour ça que je te pose la question parce que moi par exemple en ce moment j'ai des holdings ou des investisseurs ou promoteurs immobiliers de partout qui me demandent de rentrer dans leur holding pour me confier des filiales. D'accord, intéressant, c'est intéressant. Donc, il y a un potentiel. Qu'est-ce qui te Parce que moi, on me donne un contrat, mais moi, je sais que le contrat, je dois aller voir quelqu'un comme toi. Ben, si on te propose de rejoindre une holding, on te montre un contrat, j'imagine. Oui, on m'a donné le contrat, je ne l'ai pas encore lu, on m'a donné un contrat. Me voir, Matt. C'est pour ça que je te pose la question. Tu vois, donc, tu attends. Mais en fait, tout ça pour te dire qu'il n'y a pas de hasard, la loi de l'attraction. Comme par hasard, je suis dans ce cas-là aujourd'hui. Et je rencontre monsieur le consultant juridique international. C'est un truc de dingue. En tout cas, plus sérieusement, si un jour tu viens me voir avec un contrat, effectivement, où les enjeux sont importants, c'est une décision très importante, eh bien, typiquement, je le regarderai. Je le montrerai à 1 ou 2 associés, sans doute à un seul associé, à la personne avec qui je vais avoir un débat en interne. Parce que j'aime bien avoir un débat consensuel, horizontal en interne pour que tous les points de vue soient discutés avant d'avoir une position finale. Après, je reviendrai te parler, je te dirai, ok, on peut faire une revue complète du contrat, peut-être le corriger, l'ajuster si tu veux, ou juste le commenter. Et je te donnerai un prix, il n'y aura aucune surprise, tu sauras à l'avance combien je facturerai. En général, on facture de manière très raisonnable. On est en dessous de... en général, on facture entre 150 $ et 200 $, alors que des avocats, normalement, de mon calibre, à compétences égales, facturaient 300, voire 400 $. J'ai même vu des 500 $ juste l'appel téléphonique. Aux États-Unis, c'est vrai à Manhattan, c'est comme ça, par exemple. Voilà. Alors, et donc, je te dirai, voilà, tel prix, et je délivrerai le produit tel que tu me l'as commandé. À telle date, je ne suis jamais en retard. Je ne suis jamais en retard. Tout est... Et avec mon équipe, j'organiserai tout ça et on délivre le produit. Et après, tu peux prendre ta décision en pleine connaissance de cause. Parce que qu'est-ce qui se passe ? En sécurité. Souvent,
quand tu commences à faire de l'argent, que ce soit avec le real estate, avec le trading ou avec d'autres niches, souvent après tu es amené à beaucoup voyager. Donc, quand par exemple tu commences à prendre des jets privés dans les salons d'attente, oui. bah, tu rencontres d'autres entrepreneurs comme toi qui attendent leur jet, tu vois. Donc, comment la discussion commence? Chacun regarde s'il a une montre de luxe. Ah, t'as une Patek Philippe, ah, t'as une Richard Mille. C'est comme ça qu'elle commence les discussions en général, tu vois. Et donc, chacun explique son business. Et souvent, il y a des propositions. Ah, tu pourrais peut-être m'intéresser. Ah, j'ai un ami qui fait ça. Vous devriez peut-être vous mettre en connexion. Et souvent, ben, on te dit, voilà, il y a tel holding, il me faut telle personne pour gérer telle filiale de la holding. J'aimerais te la confier. Je suis un businessman, je soulève des fonds. Donc les fonds ne vont pas venir peut-être de ma poche directement, ça va venir d'autres investisseurs. Voilà, tiens le contrat. Et souvent, les entrepreneurs, les nouveaux riches, ils se retrouvent dans cette situation. J'imagine qu'on t'a déjà soumis ce qu'on appelle des Safe Agreements, S-A-F-E, en capital letter. C'est des contrats de fundraising, de levée de fonds. Et moi, à Tech Law Premium Solutions, on a une personne avec qui je travaille très étroitement, qui est une spécialiste de tout ce qui est levée de fonds et, pour les startups. Et on rédige, on revoit ce genre de contrats. C'est des contrats sur lesquels il faut faire très attention parce que pour l'investisseur, c'est très risqué. Celui à qui on demande de donner des fonds pour financer un projet. Et donc ça, c'est des contrats très particuliers, les Safe Agreements, sur lesquels on a l'habitude de travailler. Et ça permet de, si tu viens me voir pour ce genre de contrat, et ben, tu seras bien conseillé et on pourra te dire si c'est une bonne décision d'y aller ou non. Ensuite, sur la question... Voilà, c'est ce que recherche l'entrepreneur. Et pourquoi? On explique pourquoi, évidemment, on justifie. Et aussi sur les questions de rejoindre une holding en tant que dirigeant. C'est ça, c'est en tant que dirigeant, le scénario, c'est en tant que dirigeant. Je reçois beaucoup de propositions comme ça. Non seulement il y a une problématique contractuelle, purement, mais pas uniquement. Il y a aussi tout le droit qui s'applique en termes d'obligations et de responsabilités qui s'imposent à un dirigeant en fonction de où se trouve la holding. Dans ton cas, ces holdings sont des holdings aux États-Unis? Alors, c'est une holding dont certaines filiales sont en République dominicaine. D'accord, ok, donc c'est pas du droit américain, d'accord. C'est plus un droit hispanique, j'imagine. Alors hispanique, mais il y a aussi des filiales en Irlande, aux Pays-Bas. En tout cas, quand on prend un poste de dirigeant de holding ou de compagnie en général, non seulement on signe un contrat de management en tant qu'exécutif, mais aussi il faut être conscient de toutes les obligations qui s'imposent aux dirigeants. C'est-à-dire que le dirigeant, il va prendre des décisions. Et s'il prend des mauvaises décisions, sa responsabilité civile et parfois même pénale peut être engagée en fonction des conséquences des décisions. Donc c'est pas neutre de devenir dirigeant d'une société. Il faut vraiment être sûr que l'activité est clean. Ça demande plus que juste une revue de contrat. Ça va au-delà en termes de conseils et de mesure du risque. Donc vous, votre team, comment s'appelle l'équipe d'NBA déjà dans les années 90? Votre Dream Team, elle sait gérer ça? Oui, on accompagne les clients pour que les décisions soient toujours prises avec le minimum de risque possible ou en tout cas en connaissance de cause. C'est toujours prendre les décisions en connaissance de cause pour savoir, parce que parfois on prend quand même le risque, même si c'est une mauvaise idée, et on prend la décision où on signe tel contrat, on sait qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le contrat, mais en tout cas on sait quels sont les risques. Mais le pire, c'est de signer un contrat ou de s'engager juridiquement comme dirigeant d'une entreprise sans connaître l'environnement, sans savoir où on s'aventure. Donc voilà, oui, on accompagne jusqu'au bout et on est disponible toujours 24 heures sur 24 pour nos clients. On est très proche de nos clients, c'est très personnel et on est joignable. Parce qu'en général, un entrepreneur, un investisseur, il sait comment faire de l'oseille. C'est une fois qu'il a fait de l'oseille, c'est là que commencent les vrais ennuis. Parce que là, tu commences à rentrer dans le vrai game. Tu vois? Surtout moi à Miami avec ma voiture, j'attire tout le monde. Spectaculaire ta voiture d'ailleurs. J'attire tout le monde. Et directement, ok, là, il y a une congrégation d'investisseurs, vas-y, viens. Et à chaque fois, on me propose de racheter des parts de société ou de rentrer dans l'écosystème en tant qu'apporteur d'affaires. Tu vois, donc ça implique beaucoup de choses au niveau juridique. Beaucoup de décisions à prendre. Beaucoup de décisions à prendre. À caractère juridique et business. Oui. Et comme le juridique, ce n'est pas mon cœur de métier, donc moi, je sais qu'il me faut absolument quelqu'un, par exemple, de ton calibre, pour pouvoir prendre les bonnes décisions et pas me tromper. Parce que quand tu fais de l'argent et que tu arrives à un certain niveau, la moindre erreur, elle peut être fatale. C'est vrai. Et en plus, là, aux États-Unis, tu vas avoir besoin de conseils et de personnes qui sont des spécialistes locaux en droit américain, Floride ou ailleurs aux États-Unis. Et donc, en général, pour avoir une haute qualité de service mais un prix juste, c'est très difficile à trouver. Soit c'est haute qualité et prix
complètement fou, très très haut, soit c'est basse qualité et prix relativement cher, mais le mieux c'est, par exemple avec mon équipe, nous on a des 3 ou 4 avocats américains de top niveau en mergers and acquisitions, c'est-à-dire fusion-acquisition, en propriété intellectuelle, en contrat business de manière générale. Et nous, on a, encore une fois, nos tarifs sont entre 150 et 200 de l'heure. Et encore, parfois, c'est même pas à l'heure, c'est des prix fixes en fonction d'un projet précis. On n'a pas besoin de faire à l'heure, c'est un prix fixe. Et c'est vrai que nous, la qualité est bonne, très bonne. Et en même temps, les prix sont raisonnables, ce qui permet de vraiment construire sur le long terme. Après, on essaye aussi de s'adapter au budget du client. Un client qui est très à l'aise, il a même, lui aussi a envie de payer le prix juste pour un bon travail, en général. Donc c'est gagnant-gagnant. Ça se fait à la confiance et gagnant-gagnant en effet. Ok, donc on a abordé le problème des SaaS, le problème des contrats en tant qu'apporteur d'affaires ou en tant que partenariat. Et il y a encore une troisième brèche. Ouais. Ben justement, il faut que tu me la rappelles parce que je ne me rappelle plus, on en avait parlé hier. Tu parlais de fiscalité, propriété intellectuelle. Oui, voilà. Alors, il y a beaucoup d'infopreneurs qui vendent des produits d'information sur le net. Ouais. Et ils sont tous confrontés... Par infopreneur, tu veux dire des coachs ou des gens qui vendent des formations? Des personnes qui ont un savoir et qui le transmettent sous forme de produits d'information, e-learning par exemple. D'accord, oui, voilà. E-learning, coaching. Voilà. Il y a aussi ceux qui créent des marques. Tout à fait. Ils ne savent pas comment le déposer à l'international. D'accord. Ils savent aller à l'INPI en France. Mais ils ne savent pas comment protéger une œuvre intellectuelle. C'est pas suffisant. Voilà. Ils ne savent pas comment. Non, parce qu'ils vont aller sur Google ou ChatGPT. Et ChatGPT, il va sortir une liste, mais toi-même, tu sais que c'est pas suffisant. Donc, protection intellectuelle, dépôt de marque à l'international, tout l'écosystème de la protection. Alors, moi, avec mon équipe, c'est vrai qu'on est surtout concentré sur. On est très très bon pour les dépôts de marque aux États-Unis avec ce qu'on appelle le USPTO, qui est l'organisme américain de propriété intellectuelle, de protection de la propriété intellectuelle. J'ai 2 avocats dans mon équipe qui sont spécialisés dans les dépôts de brevets pour les inventions, tout ce qui est invention. Ensuite, pour les dépôts de marque, j'ai aussi un autre collègue qui s'occupe que de ça. On fait du très bon travail à des prix vraiment très raisonnables. Après, pour l'Europe, c'est vrai, j'ai un collègue au Portugal qui fait à la fois brevets et dépôts de marque, et j'ai un collègue en France, à Montpellier, qui peut s'occuper des dépôts de brevets pour la France spécifiquement. Si dans ton audience, il y a des gens qui sont aussi des inventeurs, qui ont des choses à déposer en France, je suis capable avec mon équipe d'aider avec ça. C'est vrai que le dépôt de brevet, c'est un énorme engagement, ça coûte cher. C'est vraiment le secteur où il y a une différence entre un dépôt de brevet et un dépôt de marque. Comment? Il y a une différence entre un dépôt de brevet et un dépôt de marque, donc c'est normal que ça coûte plus cher. Le dépôt de brevet, c'est vraiment, on doit décrire techniquement, presque de manière, c'est à un niveau d'ingénieur, l'invention. Donc c'est un dialogue avec l'INPI, c'est très complexe, ça prend beaucoup de temps et ça coûte cher. Mais quand tu dis ça coûte cher, donne-moi un ordre de prix, un exemple. Le dernier contrat sur lequel tu as travaillé. Par exemple, pour déjà faire une analyse sur la brevetabilité, sur le fait que ce soit brevetable ou non, déjà, en général, c'est 1 500 €. Ça demande de faire de la recherche, de voir si le produit peut être breveté ou non. Ensuite, pour le brevet, en général, il faut avoir un budget entre 4 000 et 5 000 € minimum en France pour déposer un brevet. Et ça, j'en fais pas énormément parce qu'en général, ça demande quand même un engagement du client qui est significatif. Tout le monde ne peut pas se permettre de sortir 5 000 € comme ça, à part si on est déjà successful, bien sûr, mais ça dépend. Par contre, aux États-Unis, c'est beaucoup plus abordable. Enfin, ça coûte cher également, mais c'est plus abordable et à mon avis, c'est une meilleure idée de déposer directement aux États-Unis. Il y a plus de customers, de toute façon. Les inventions, les marques et les droits d'auteur, aussi copyright, quand on a un logiciel qui n'est pas brevetable, ce qui est souvent le cas, l'alternative, c'est de protéger le logiciel en droit d'auteur, copyright. Intéressant. Parce que les logiciels sont pas souvent brevetables. Donc alors, logiciel que l'on peut télécharger et user sur l'ordinateur ou seulement utilisation en ligne? Tout logiciel. Parce que un logiciel, le problème du logiciel, pour qu'il soit brevetable, il faut qu'il soit adossé à une vraie machine physique. Le problème du logiciel, c'est que c'est juste de l'abstrait. Et le bureau américain, le USPTO, est toujours un peu réticent à breveter des logiciels. Il faut vraiment que le logiciel y ait une interaction entre une machine physique, hardware, et du software. Et là, quand on a une invention qui allie software, hardware, là, c'est brevetable aux États-Unis. Mais ça veut dire que l'ordinateur ne peut pas être comptabilisé comme le hardware? Si, l'ordinateur, oui.
mais pas le logiciel. Le hardware, oui. Le logiciel, par contre, c'est juste du code. C'est juste du code. Et en gros, c'est quoi le code? Mais pour qu'il soit brevetable, il suffit de dire que le logiciel se combine avec le hardware. Oui, il faut qu'il y ait une interdépendance. Mais il y a beaucoup de logiciels qui existent, on va dire, on the cloud, pratiquement sans aucune connexion avec le hardware. Et là, en principe, il y a des exceptions, mais en principe, c'est pas brevetable. Mais vous êtes là pour le faire breveter. En tout cas, on va déterminer s'il est brevetable et si on considère qu'il y a une chance, parce que même quand on fait la demande de brevet, on n'est pas sûr que la demande soit accordée. Mais en tout cas, si on pense qu'il y a plus de 50%, eh bien on ira et on tentera si le client est d'accord. Est-ce que tu peux nous lister, si on peut faire une liste, des avantages à déposer une marque ou à breveter un brevet? Alors, parce que qu'est-ce qui se passe en réalité si on ne le fait pas? Ok. Si la personne commence à l'exploiter sans le breveter, le moment où il est visible sur le marché, les gens vont le dupliquer et vont le déposer à sa place. Et après, ils pourront interdire l'inventeur de l'exploiter commercialement. Ce qui arrive souvent dans les open source. Ça peut arriver, Et donc ça, on n'a pas envie de se trouver dans une situation où l'inventeur est interdit d'exploiter son invention parce qu'il n'a pas déposé le brevet et que c'est un concurrent qui a copié la chose, déposé le brevet et comme il l'a déposé le premier, il a le droit d'interdire l'inventeur. T'as souvent vu ça ou pas? Non, c'est rare. Il y a des histoires anciennes là-dessus, mais c'est rare de nos jours. Mais ça peut arriver, Les gens sont plus avertis. Ensuite, dépôt de marque, même chose. Si, par exemple, toi, ta marque, t'as des Forex Gang et c'est quoi? Fucker USD, extrême monnaie. Voilà. Ça, si tu les avais pas déposés, eh ben, comme c'est des super slogans uniques et distincts, tu te serais fait voler. Peut-être que ça t'est déjà arrivé. Et j'ai pensé à ça tout de suite. Et si quelqu'un d'autre l'avait déposé, eh ben, il pourrait t'interdire de les utiliser alors que ça vient de toi et que c'est ta création. C'est un problème. C'est un problème. Après, comme je te disais, pour tout ce qui n'est pas brevetable, par exemple le logiciel, un logiciel, c'est quoi? Comme je disais, c'est du code. C'est du code. Du code, c'est quoi? C'est des choses qui sont écrites. C'est comme un texte qu'on écrit, sauf que c'est dans un langage informatique particulier. Et donc, comme un romancier ou un poète qui écrit un texte unique, et ben du code, un logiciel, en général, c'est assez unique si le logiciel est unique. Et ben ça doit, le mieux, surtout quand c'est pas brevetable, et souvent ça ne l'est pas, c'est de le déposer avec le USCO, le US Copyright Office, qui est le bureau de protection des droits d'auteur. Même pour les logiciels, ça marche. Et c'est assez efficace pour, en tout cas, empêcher d'autres codeurs de voler ton code et de l'utiliser dans un autre logiciel. Après, c'est pas aussi puissant qu'un dépôt de brevet. Le dépôt de brevet, c'est la puissance ultime. C'est la puissance ultime, comme les dépôts de marque. Mais le dépôt de droit d'auteur, c'est un peu moins puissant parce que c'est figé dans le temps. C'est figé dans le temps, alors que l'invention, même si elle évolue, elle bénéficie de protection, alors qu'un texte ou du code, la protection est un peu moins forte, mais c'est mieux de le déposer que de ne rien faire. Est-ce que déjà aux États-Unis, tu as déjà des clients du monde du Web 3? Donc le Web 3, c'est lié dans le monde de la cryptographie. Parce que normalement, ça devrait arriver incessamment sous peu là. Parce que le Web 3, c'est en plein développement. Donc quand je dis Web 3, c'est tous les nouveaux logiciels, mais basés via un écosystème de crypto-monnaies. Comme l'Ethereum, etc. Alors pour être honnête, non, je n'ai pas encore été approché par des clients pour m'occuper de dossiers sur ce sujet-là. C'est que du codage. Comment? Parce que c'est que du codage. C'est que du codage, mais c'est vrai que tout ce qui est cryptographie, j'ai pas eu de dossier sur la question cryptographique. Je suis pas un expert pour être honnête, je vais pas mentir. Après, pour ce qui concerne des dossiers concernant le Bitcoin ou la blockchain ou même les smart contracts, c'est un peu les... Oui, bah, c'est le Web 3.0 ça aussi. Encore une fois, c'est encore le smart contract, c'est-à-dire c'est des contrats automatisés qui sont gérés par la blockchain. C'est encore un sujet, moi de mon point de vue, c'est encore un sujet de recherche pratiquement académique. On ne comprend pas encore très bien la nature d'un smart contract. Est-ce que c'est un contrat juridique? Pas sûr. Est-ce que c'est en fait une sorte de mécanisme automatisé informatique ou est-ce que c'est un contrat juridique également? Il y a des législations comme en Italie qui considèrent que le smart contract est un contrat. Mais dans le monde entier, ce n'est pas reconnu comme tel. Donc tous les juristes et les avocats sont un peu sur on n'est pas encore sûr des qualifications juridiques pour vraiment bien comprendre. C'est pour ça que moi, pour être honnête, pour l'instant, je me tiens encore à distance, même si je sais que dans quelques mois et quelques années, avec mon équipe, on va pouvoir avoir une offre précise pour répondre à cette évolution
technologique de la manière dont les contrats sont exécutés. Par exemple, le smart contract avec la réservation d'un billet d'avion, avec des smart contracts. Ça va se faire comme ça. Ça va se faire comme ça. Et il va falloir que ce soit encadré juridiquement également. Ça ne suffira pas d'avoir le mécanisme informatique automatique. Parce qu'il y aura des dysfonctionnements, j'en suis sûr. Oui, et là, c'est là où les juristes seront là pour voir comment on gère les dysfonctionnements. Parce que tout le monde dit que la blockchain est un système infaillible. J'en suis pas persuadé. Je pense que même la blockchain peut commettre des erreurs dans ses procédures et ses process. Parce que les nouveaux contrats, déjà, bon, maintenant, tout se fait presque à distance avec les sites comme les sites où tu scannes ton contrat et puis tu le signes en ligne, là, DocuSign, truc comme ça. Oui, voilà, déjà, ça se fait comme ça. Bientôt, ton contrat, ça va être un smart contract, un NFT. Donc là aussi, il va falloir des gens comme toi pour Tout à fait. intervenir. Et ce sera intéressant de voir comment les juristes s'organisent dans l'accompagnement des clients sur ces questions de smart contract. Ça va être la relève. Ça va être la relève. J'ai pas encore de réponse claire là-dessus parce que c'est vrai qu'on tâtonne encore. On tâtonne encore et les qualifications juridiques sont pas claires parce que les pays ne se prononcent pas. Les États, sauf l'Italie, il y a l'Italie et la Grèce, je crois. L'Italie et la Grèce ont pris position déjà en disant ce sont des contrats comme les autres. Donc c'est intéressant. On y est presque. On y est presque. Alors, monsieur le consultant juridique international, comment la francophonie peut prendre contact avec toi ou avec ton équipe, la Dream Team? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment ça se passe? Donc c'est très facile de me retrouver. Donc il y a mon site internet, premiumtechlaw.com, où vous allez sur Google et vous mettez Dr Ariel Humphrey, comme l'acteur Humphrey Bogart. Bon, donc de toute manière, il y aura toutes ces coordonnées dans la description. Ensuite, on me retrouve évidemment sur Instagram. J'ai mon compte Instagram où je publie tous mes textes de recherche concernant les droits des technologies. Il y a la plateforme que vous connaissez sans doute, la plateforme Upwork, qui est la plateforme numéro 1 mondiale du travail en ligne, où j'ai mon équipe, Techlaw Premium Solutions, et mon profil individuel. Et ensuite, on me retrouve sur LinkedIn, Dr Ariel Humphrey. Et voilà, je suis facilement trouvable. Hein. Mon nom, en général, stands out, comme on dit en anglais. Il est assez distinctif, Ariel Humphrey. Donc on me retrouve en ligne. Je ne savais même pas qu'on pouvait retrouver des consultants juridiques aux États-Unis sur Upwork, anciennement Elance. Elance et Odesk. Ouais. C'était Odesk qui a fusionné avec Elance et qui est devenu Upwork. Oui, moi j'ai commencé, je me suis mis à mon compte en 2011. En commençant, j'ai commencé sur Upwork pour trouver mes premiers clients et c'est devenu une plateforme leader et je suis très très présent sur Upwork. Les clients en général me trouvent facilement sur Upwork, j'ai tous mes profils, toute mon équipe est là-dessus, là et là-bas. Et donc c'est une plateforme qui permet de vraiment sécuriser les processus de paiement et d'organisation du travail. C'est assez exceptionnel. C'est vrai, c'est vrai. Ben, en tout cas, merci à toi. Ariel, et puis avec plaisir, avec grand plaisir. N'hésitez pas à le consulter, hein. Moi-même j'ai plein de contrats à lui donner, des contrats d'apporteur d'affaires, des contrats de fusion, des contrats de poste de directeur de filiale de holding, j'ai plein de choses à te faire lire. Dès que tu es prêt, je serai prêt. À bientôt pour une autre vidéo.